Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette présentation des rentrées Actes Sud Jeunesse, Thierry Magnier, Hélium et le Rouergue. Grand merci à Clémentine Domptaille qui est de nous accompagner pour plusieurs lectures au cours de cette matinée. Et c'est avec les éditions du Rouergue que nous allons commencer avec Ange Paquet et Olivier Pilet. Et avant de vous parler dans le détail des titres à paraître, un mot peut-être plus global de la rentrée du Rouergue. Merci Sonia et merci d'être tous venus. Alors je vois pas grand-chose, il y a les lumières un peu dans la face et je trouve un peu une atmosphère de comedy club, donc je vais éviter de faire des vannes, mais en tout cas on est Tu peux. Non, lui dis pas ça. On est très content de vous présenter cette rentrée parce que on y retrouve des auteurs qu'on a à cœur de publier, comme Pascal Kivigère ou Ronald Curchot du côté des albums, mais aussi on a des nouveaux arrivants. Donc, ouais, des outsiders. Des outsiders. Il y en a 2 qui sont dans la salle, mais je vous dis pas où. Avec des projets, en fait, là, des premiers romans, c'est toujours chouette à accompagner, mais en plus, des projets assez atypiques. Un roman graphique, en l'occurrence, ici. Donc, voilà, c'est une rentrée, on va dire, pour nous, qui est haute en couleurs, et on a hâte de vous la présenter. Et on va commencer sans plus tarder avec Esprit d'enfance de Stéphane Servan et Gaïa Wisniewski. Olivier, tu vas nous en parler dans quelques instants, mais je vous propose qu'on écoute d'abord Clémentine qui va nous en lire un extrait. Notre grand-mère nous le répétait souvent. Avant d'aller chez le docteur, vérifiez s'il n'y a pas un trou dans vos chaussettes. Avec le croque-chaussette, on ne sait jamais. En cherchant dans vos tiroirs, vous avez déjà retrouvé une chaussette trouée, n'est-ce pas? Comme si quelqu'un l'avait grignotée à l'endroit du gros orteil. C'est certainement l'œuvre du croque-chaussette, un esprit très répandu qui agace beaucoup de monde. À part dans les pays où on ne met pas de chaussettes, bien sûr. Le croque-chaussette, comme son nom l'indique, se nourrit exclusivement de chaussettes. Le plus souvent, il ne dévore qu'un bout au niveau des doigts de pied. C'est évidemment très inconfortable. Et ça peut être ridicule si vous devez retirer vos chaussures devant du monde. En cours de gym, chez le docteur ou en entrant chez des amis. Ça m'est déjà arrivé d'être invitée chez des gens et de découvrir au moment de me déchausser que le croque-chaussette était passé par là. Le gros orteil de mon pied gauche sortait de ma chaussure comme un ver de terre. Totalement ridicule. Pourtant, les gens ne sont jamais étonnés. Certainement parce que tout le monde a déjà vécu cette situation. Avant, les chaussettes étaient en laine et il était facile de repriser les dégâts du croque-chaussette. Mémé était très doué pour boucher les trous. Mais aujourd'hui, les chaussettes sont en matière synthétique et de mauvaise qualité. Il ne vous reste donc qu'à les jeter et à courir en acheter une autre paire. Parfois, il arrive aussi que le croque-chaussette dévore une chaussette en entier. On a beau chercher sous le lit ou au fond du placard, impossible de remettre la main dessus. C'est comme si la chaussette avait tout simplement disparu. Moi, quand ça m'arrive, je regroupe les chaussettes restantes et je les mélange. Ce serait dommage de les mettre à la poubelle. Certains prétendent que le croque-chaussette vit dans la machine à laver, dans les tiroirs et les placards. D'autres affirment même qu'il habite à l'intérieur de nos chaussures. Moi, je ne l'ai jamais vu. Le mystère reste entier, contrairement à nos chaussettes. Merci Clémentine. Olivier, c'est le grand retour de Stéphane Servan au Rouergue. Oui, ça fait, je crois, quasiment maintenant presque 10 ans. Je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec Stéphane. La dernière fois, c'était avec Féline. Ça avait été un grand moment éditorial. Et bon, depuis ces 10 ans-là, on s'est régulièrement au téléphone. Et là, il m'a dit, ouais, j'ai ce texte-là pour toi. Mais juste avant, je voulais rebondir sur la lecture, parce qu'on l'avait pas eu à Arles. Et je voulais faire une mise en garde. Par rapport à Croque-Chaussette. C'est-à-dire, vraiment, faites attention parce que ce bouquin, il stimule l'imagination des enfants de manière totalement délirante. Je l'ai lu à ma fille de 5 ans. Elle m'a dit, papa, je vois des esprits. J'ai eu un peu peur sur le coup et je lui ai dit, mais quels esprits quand même pour être sûr qu'on parlait de la même chose. Et elle m'a dit, j'ai vu Croque-Chaussette, il était dans ta chambre, il bouffait tes chaussettes.
Et peut-être un mot de la jeunesse de ce projet, parce que tu disais, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit j'ai un texte, la jeunesse de ce projet est vraiment très chouette. Oui, en fait, le projet, il a débuté de manière assez étrange à Montreuil il y a à peu près 4 ans. Il y a Gaïa Wisniewski qui est venue me voir avec, c'est des moments que j'adore, l'illustratrice, elle est arrivée avec un grand carton plein d'illustrations et elle m'a sorti plein d'images. Et c'était des inspirations qu'elle avait eues en lisant La langue des bêtes de Stéphane Servan. Et le premier truc qui m'a frappé, c'est à quel point leurs univers s'emboîtaient et se répondaient de manière assez merveilleuse. C'est-à-dire que le Gaïa accentuer l'ambiance de la langue et de ce que Stéphane mettait en place. Et elle m'a dit, voilà, avec Stéphane, on aimerait illustrer, faire une version un petit peu illustrée de La langue des bêtes. Ce à quoi j'ai dit non, parce que quoi, je veux dire, ce livre-là existait pour son texte, pas pour cette version-là. Mais je lui ai dit, il y a cette évidence-là entre vous. Montez un projet, quelque chose d'original, demande à Stéphane d'écrire un texte, etc. Et 4 ans plus tard, ils sont arrivés avec le texte d'Esprit d'enfance. Peut-être un mot très rapide, parce que le temps passe trop vite, sur les illustrations, même si on a pu en voir quelques-unes, peut-être aussi sur l'objet, tu l'as montré pendant la lecture, et aussi, troisième chose, Stéphane et Gaïa sont en train de préparer un spectacle. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 choses en synthétique? Déjà, l'histoire, Gayushka et Esteban sont deux enfants qui se remémorent en fait tous les esprits qu'ils ont croisés chez leur mémé pendant leurs vacances. Et pour ce faire, Gaïa, en fait, elle a opté pour 2 techniques. Une technique en noir et blanc, on va dire, qui sont plus des instantanés de souvenirs, qui sont un petit peu plus réalistes, et la couleur qui, elle, vient complètement incarner cet imaginaire débordant des enfants. Donc il y a vraiment ce dialogue-là qui est fait avec le travail de Gaïa. Et le spectacle, ils ont fait des semaines et des semaines de résidence, ils ont monté un truc formidable avec des ombres chinoises, c'est filmé, ils ont tout un matos et ils l'ont déjà testé et apparemment le truc est complètement dingue. Voilà. Et l'objet, donc vous pouvez le voir, c'est donc Esprit d'enfance de Stéphane Servan et Gaïa Wisniewski, et on passe sans plus tarder aux Prisonniers de la nuit d'Emmanuel Langlade et Sarah Marchand, et je vous propose qu'on commence par une vidéo. C'est donc un premier roman pour l'auteur comme pour la dessinatrice, et c'est un gros coup de cœur pour toute l'équipe, Olivier. Ah oui, surtout pour Ange. Ouais. Non, ça a été un coup de foudre, réellement. Déjà, la manière dont le livre, le texte d'Emmanuel m'est arrivé, c'était assez drôle, parce que c'est Guillaume Guéraud, donc auteur hyper emblématique de la maison, l'auteur de Je ne mourrai pas gibier, qui est un lecteur extrêmement critique, qui m'envoie un mail pour me dire je fais tous les ans des interventions dans la classe d'un professeur de français. Il m'a passé ce texte-là, lis-le, c'est hyper bien. C'est la première fois que j'entends Guillaume me dire lis-le, c'est hyper bien. Donc déjà rien que ça m'a mis vraiment dans mes petits souliers. Et oui, et le texte d'Emmanuel, moi, ça a été un espèce presque une expérience hypnotique en fait, dans ce qu'il arrive à convoquer comme image, comme atmosphère. Et ensuite, on a commencé à échanger avec Emmanuel qui m'a dit mais il y a des illustrations. Et j'ai découvert le travail de Sarah. Donc là, c'était l'effet, je sais pas, on dit kiss cool, c'est ça. Je fais une danse de la joie moi dans mon bureau. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce texte, de l'histoire donc de ce frère et de cette sœur, et peut-être là aussi de l'inspiration de ce frère et de cette sœur, d'où ils viennent? Alors moi, j'aime bien commencer à parler de ce texte-là en parlant des prénoms des 2 héros. Parce que c'est une grande sœur qui s'appelle Saccage Bam Bam et son petit frère qui s'appelle Mine de Rien. Et je trouve que rien que ces 2 prénoms-là, on est déjà dans de la narration, on est déjà ailleurs. Et le tout se passe dans une période assez indéterminée, une ville indéterminée aussi, un contexte politique indéterminé. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est quand même assez le chaos et qu'il y a une ambiance à la 1984 où les gens sont très observés, très contrôlés. Et pour
contrôler au maximum les gens, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle les enfants. Donc le gouvernement en place décide d'enlever tous les enfants de toutes les familles et les emmener en cadre dans une destination inconnue. Et on va suivre du coup cette sœur et ce frère. Il va avoir un accident, ils vont être séparés. Sakash Bam Bam va être emmené dans des usines souterraines et mine de rien va rester à la surface. Et voilà, on va avancer dans le roman avec ces deux trajectoires-là, donc de Sakash qui est sous terre et qui va mener une révolte contre les cadences infernales, contre cette espèce d'ambiance façon les temps modernes où on est dans une espèce de folie. Et ce sont donc les pages avec le fond noir et le dessin au trait blanc. Exactement, avec les fonds noirs, le trait assez vectoriel, donc assez froid pour incarner cet esprit de la machine. Et à l'extérieur, mine de rien, qui est dans un monde vraiment un peu post-apocalyptique, assez ravagé, où la nature est extrêmement hostile. Et là, avec un style un peu plus organique. Et mine de rien, lui, il va être tendu vers une seule direction, c'est celle de retrouver sa sœur. Et c'est un livre qui apparaît dans la collection Épique, dont on a fêté cette année les 10 ans. Tout à fait. Et je suis très content d'avoir justement un projet comme ça dans cette collection, parce que je trouve qu'il incarne bien ce qu'on essaye de faire, ce côté laboratoire, d'essayer de choses nouvelles, de mélange de genres, et d'accueillir aussi des auteurs, des primo-romanciers, des auteurs qui n'ont pas forcément cette fibre imaginaire chevillée au corps, et du coup qui explorent ce genre à leur manière. Est-ce qu'on a la vidéo? Est-ce qu'on l'a retrouvée? On n'a pas encore. Je vous propose qu'on enchaîne et on la regardera peut-être tout à la fin de la présentation. Mais en tout cas, c'est un livre assez unique et c'est vrai qu'il ne ressemble, j'allais dire, à aucun autre. Alors, je ne connais pas l'entièreté de la production, mais c'est vrai que ce livre a quelque chose d'assez unique et assez extraordinaire. On enchaîne avec H, mort ou vif, qui est le nouveau roman de Pascal Kivigère. Donc Olivier Pascal Kivigère, c'est une autrice incontournable du catalogue. Ah oui, même emblématique. C'est pour moi, elle fait partie des. Allez, je vais faire mon côté marseillais un peu, des grandes reines de la fantaisie francophone. Pour moi, Pascal, c'est vraiment ça. C'est une histoire d'amour pour ses textes, parce que tout a commencé avec Le Royaume de Pierre d'Angle. Je me souviens encore des 3 premières lignes où je me suis dit attention, chef-d'œuvre. Et on a là maintenant ça va être le 6e roman qu'on fait ensemble, H, mort ou vif, qui se différencie quand même beaucoup de ce qui a pu être fait jusqu'à présent, parce que c'est avant tout une enquête teintée de sa patte fantaisie, son univers. On va suivre, ça se passe au royaume de Bergerac. Le roi Fénélon vient de décéder. Il laisse un testament derrière lui, et un testament qui est irréalisable, puisque c'est le testament désigne l'héritier, son héritier, et son héritier, c'est un garçon qui est mort à la naissance en fait. Et ils ont, les 2 héros, Esmé et Mercenaire, vont avoir 12 jours pour retrouver cet héritier, 12 jours pendant lesquels en fait on va assister à une course au trône en vrai, où chacun va se tirer dans les pattes de manière la plus crapuleuse possible. Et c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est assez original dans le parcours de l'autrice. C'est un roman qui est construit comme un polar. Exactement, oui, parce qu'elle s'est énormément documentée, elle s'est formée. Donc dans le processus d'écriture, c'est assez différent. Après, je vous rassure, on retrouve vraiment tout ce qui fait la sève de son travail, c'est-à-dire son sens des personnages. Moi, c'est les personnages secondaires de Pascal, mais à chaque fois, je suis ébloui par ce qu'elle arrive à faire. Et son sens de la description aussi. Alors moi qui étais allergique un petit peu aux descriptions, elle m'a complètement réconcilié avec ça. J'ai même d'autres auteurs du catalogue qui viennent me voir pour me dire « Mais Pascal, et les descriptions, c'est quand même incroyable ».
Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que je trouve que c'est une très Les très histoires grande d'amour autrice. aussi. Et les histoires d'amour en plus. On rigolait ensemble en disant genre si tu veux être publié par Olivier, tu mets des histoires d'amour dedans. Mais c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que dans ce dernier tome, il y a vraiment cette ligne qui traverse quand même beaucoup de personnages, d'amour fraternel, de relations amoureuses, de couple. Et elle en parle très très bien, Pascale. C'est jamais cliché, c'est très, très réaliste, très, très touchant, quoi. Et on poursuit avec le livre de Papy de Pascal Prévost. Là aussi un coup de cœur, Olivier. Ouais, un très très grand coup de cœur. Le livre de Papy, j'ai un lien assez fort en fait avec ce texte-là, dans la manière dont il est arrivé et dans ce qu'il raconte aussi. Et puis avec Pascal Prévost, qui est un auteur que j'adore, qui propose des choses pour les préados qui sont incroyables. Théo, chasseur de baignoire, l'enlèvement du V. Là, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas bossé ensemble. Et il m'a proposé ce texte. Déjà, je vais peut-être vous dire un mot sur la manière dont il est arrivé ce texte, parce qu'il est venu me voir à Montreuil et il m'a dit voilà, j'ai écrit un texte, c'est un papy qui lit des histoires à sa petite fille, et en lui racontant ces histoires, il la prépare un petit peu au fait qu'il va disparaître un jour, quoi. Et je lui demande très naïvement, mais qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'écrire ce texte-là? Et il m'a dit, mais en fait, je viens de perdre mon père, et je me suis posé la question de ce qu'on laissait derrière nous. Et ça m'a assez bouleversé, parce que moi, de mon côté, je venais de perdre mon grand-père aussi, donc ce qu'il me disait, ça me touchait énormément. Et au final, on parlait vraiment de ça, des gens qu'on aime, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux, comment ils continuent à vivre, comment on les côtoie encore, que ce soit au travers des histoires, en ce qui concerne Pascal, qu'il a écrit et qui ont été publiées, mais ça peut être des objets, ce genre de choses. Et c'est ce qui existe aussi dans ce texte-là, et qui en fait pour moi un grand texte pour les préados, parce qu'il a plusieurs niveaux. Il a un niveau pour les aventures, actions pour les petits, mais avec ce discours autour du deuil et de la perte, qui là, je pense, est assez universel en vrai. Oui, puisque c'est donc ce grand-père qui va raconter des histoires à sa petite fille, dans lesquelles il va se mettre en scène, des histoires délirantes, et au fil des histoires, en fait, il prépare sa petite fille à sa disparition. Exactement. Il lui raconte ces histoires-là. Il a toujours dit à sa petite fille que lui, il était archéologue, mais un archéologue bien particulier, parce que spécialisé dans les baignoires. Et c'est niche. C'est une niche. Et il va lui raconter 5 histoires. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on commence, il a le même âge que sa petite fille. Et au fil des histoires, il vieillit, jusqu'à la dernière histoire où il lui raconte sa naissance, où elle naît dans la baignoire de Napoléon. Donc voilà. C'est donc le livre de Papy de Pascal Prévost. C'est fini pour les romans. On va maintenant vous présenter 3 albums, en commençant par Le Talisman de Ronald Kershaw. On va voir peut-être quelques images, mais comme d'habitude avec Ronald Kershaw, c'est extrêmement beau. L'île est recouverte d'arbres, de fougères sèches, d'aiguilles de pin, de feuilles de châtaignier tordues. En son point le plus haut s'ouvre une clairière qui abrite quelque chose comme une grande cabane, ou alors comme une antique église de bois ventru. Un feu brûle. Le garçon aperçoit 2 fenêtres minuscules, comme 2 petits yeux, derrière lesquels tremble une faible lueur. Il doit beaucoup se baisser pour entrer par la porte minuscule d'une unique chambre vaste et éclairée d'une multitude de petites flammes. Autour d'une table et de quelques chaises, partout où porte le regard, s'élèvent des lièvres de bois sculptés de toute taille. Des images peintes. Émerveillé, il reste là jusqu'au lever du jour. Oui, bah c'est vraiment... En fait, moi, je regarde... Quand je lis un album de Ronald Kershaw, quand on a reçu le projet, je regarde toujours que les images, et après, je lis le texte, parce que... façon de redevenir un gamin qui, quand on lisait les BD, je lisais pas les bulles, je regardais juste les images passer. Et à chaque fois, franchement, c'est une grande fête au bureau quand on reçoit le projet d'Olivier Dezoux d'un album de Ronald Kershaw. C'est qu'on se rejoint tous dans un bureau, on se dit allez, on va regarder ce que ça donne, ce qu'il a encore dessiné, peint plutôt. Et donc là, cet album, Le Talisman, est vraiment dans la continuité de Cheval ou de la Main.
tout cas dans la manière de narrer. C'est toujours une double page de texte, puis une double page avec voilà, une illustration. Donc celui-là, il est quand même un peu particulier par rapport aux autres, parce qu'en fait, c'est un rêve de Ronald Kershaw. Donc, on se dit, waouh! Donc il y a un petit côté surréaliste, l'histoire d'un jeune homme qui est dans un bois, qui entend du bruit et qui voit un lièvre. Et en fait, il va suivre ce lièvre jusqu'à un lièvre qui va suivre une jeune femme jusqu'à un temple animiste. Et donc on arrive sur une double vraiment qui est, je pense, la plus surréaliste, la plus bluffante. Donc il y a une forme en fait de quête. Et on retrouve, donc cette jeune femme va lui laisser un petit talisman à la fin. Et on retrouve cet homme à la fin de sa vie qui la regarde tu vois, en tant que personne âgée. Donc il y a vraiment une réflexion sur le temps qui passe. Et on retrouve toute la poésie de Kershaw dans cet album. Alors on a fait une très belle affiche que vous pourrez avoir, qui est disponible chez UD, chez notre distributeur. On devait le faire en fait. Quand on voit des doubles comme ça, on se dit allez, il faut absolument qu'on fasse une affiche absolument gigantesque. Et je vous invite à découvrir donc ces illustrations et aussi ce texte très 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 poétique. C'est donc le talisman de Ronald Kershaw, et on poursuit avec Droméo et Juliette de Marcus Malt et Henri Meunier. Je rigole déjà parce que je sais c'est pour ça, j'ai même pas continué, j'ai voulu te passer la parole tout de suite. Je vous invite à le lire. Franchement, alors, registre totalement différent. Même le rapport texte-image est vraiment limite à l'opposé. C'est-à-dire que c'est d'abord le texte de Marcus Malt qui est arrivé, qu'il a proposé à Henri d'illustrer. Henri, en fait, habille plus ce texte qu'il ne l'illustre, vraiment. Donc, comme vous pouvez deviner un peu au titre, Roméo et Juliette, c'est on va dire une nouvelle version de Roméo et Juliette, sauf que dans ce monde parallèle, Roméo est devenu un dromadaire, donc Droméo. Donc on peut voir voilà, sur l'image de gauche, où en plus tous les personnages sont représentés par des chapeaux à une bosse ou deux bosses. Et Juliette est devenue Juliette, et donc un chameau. Et donc on retrouve tout ce qui fait aussi celle de l'œuvre de Marcus Malt. Je ne sais pas si vous avez lu Aux marges du palais, son dernier roman de la rentrée littéraire dernière, qui est un texte vraiment incroyable que j'ai adoré. On retrouve en fait cette fibre sociale qu'on avait aussi dans le dernier hiver, qu'on a publié en début d'année. Je discutais avec une de vos comparses tout à l'heure qui a beaucoup aimé le texte, et là on retrouve toute la qualité. Et en fait voilà, Droméo il vit dans des résidences pavillonnaires, enfin dans une résidence pavillonnaire, et Juliette dans des tours d'immeubles, on imagine sans doute une ZUP, en tout cas un quartier. Et en fait, Juliette elle va s'endormir dans son bus, elle va se réveiller dans le quartier avec les résidences pavillonnaires, dont elle est complètement désarçonnée, quoi. Elle connaît pas du tout l'environnement, elle est très loin de chez elle. Et en fait, elle va entendre un piano, un balcon, et elle va voir Droméo, elle va tomber complètement amoureuse. Voilà, c'est la scène-là, il tombe complètement amoureux. Et en fait, Juliette va être chassée par la mère de Droméo, et puis lui va essayer de la rejoindre dans son quartier. Et en fait, voilà, le frère de Juliette va les séparer encore une fois. Et finalement, rassurez-vous, complètement à Roméo et Juliette, ça finit bien. Ils vont aller élever des moutons dans le Larzac. Voilà. Finalement, voilà, on n'est jamais très loin du Rouergue dans nos textes. Mais vous voyez comment je vous en parle, en fait, c'est ultra drôle. Alors c'est vraiment une forme en vers libre, comme vous avez pu voir aux pages intérieures. Il y a quand même une bonne densité de texte pour un album, c'est pour ça que c'est plus un album qui est habillé par des illustrations. Mais le texte est génialissime. N'hésitez pas à demander des services presse. Moi, je les envoie sur cet album, il n'y a aucun problème, parce que ce texte, il faut absolument le lire. Et tous les lecteurs
de Roméo et Juliette m'ont dit à quel point ils l'ont adoré, qu'ils l'ont trouvé d'une très 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 grande qualité. Et j'espère qu'il y aura des gens qui le prendront en main pour en faire des adaptations théâtrales, même si c'est pas un texte de théâtre du tout. Hein. On est vraiment sur... Et tu me disais aussi, parce que je meuble un tout petit peu, parce qu'on va pouvoir regarder la vidéo, que c'était un livre qui méritait vraiment une place dans les écoles. Ouais, absolument, parce que ça revisite déjà un classique, mais qui le rend d'autant plus accessible. Puis un âge peut-être aussi un peu plus jeune, et aussi pour la dimension sociale, quoi. Il y a une dimension sociétale, de l'ordre du politique, mais dans le premier sens du terme, quoi, dans le sens de faire vraiment société. Et je pense que c'est très intéressant. De le mettre dans les mains des plus jeunes. Et enfin, Ange, on termine avec La Fée bleue de Marie Détré. Marie qui a illustré au Rouergue l'invention des dimanches et qui est peintre pour la Marine nationale. Ouais, elle est vraiment très très stylée. Enfin, genre, je vous invite à aller voir son site internet ou son Instagram. Ça vend du rêve. On voit des morceaux d'iceberg, ce genre de choses. Puis elle a plein de techniques différentes pour être peint, fait aussi au feutre. Voilà. Donc l'invention dimanche, c'était au feutre, et La Fée bleue, c'est aussi au feutre. C'est un album sur l'amour. Voilà. Donc tu disais qu'Olivier, t'aimais bien les histoires d'amour. Je pense que c'est pour toi, je te recommande cet album. Donc ça conte l'histoire d'un dresseur de nuages. Donc vous devinez qu'il y a une dimension très onirique dans cet album, et qui appelle aussi au voyage. Donc il y a peut-être un lien avec le travail de Marie Détré, hein, bien sûr. Donc il cherche sa bien-aimée, la Fée bleue, et donc de décor en décor, il la cherche, mais il la trouve pas. Et en fait, depuis le début, sur chaque double, sur chaque page simple, en fait, elle était dans le décor. Parce que Marie Détré, en fait, pour construire ses illustrations, elle s'inspirait de l'imagerie d'Épinal. Donc je pense qu'à certains, même beaucoup d'entre vous, ça doit dire forcément quelque chose. Et donc dans chaque double, là, je ne sais pas si on peut jouer à ce jeu, hein, mais vous pouvez essayer de trouver le visage. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vu. Ouais, j'entends en haut à gauche. Alors il y en a, ils ont triché parce qu'ils l'ont déjà vu il y a une semaine. Hein. Je dénonce pas. Voilà. En tout cas, c'est du côté de Thierry Magnier, ça je peux vous l'assurer. Et donc voilà, par exemple dans celle-là, on peut aussi. Alors il est un peu plus dur à trouver, ce visage. Il est au milieu, il est à l'envers. C'est au niveau de la petite falaise, voilà, en plein milieu. Donc le discours, en fait, aussi, il y a une morale très forte à cet album. C'est que pour trouver l'amour, en fait, il faut déjà trouver l'amour pour soi et en soi-même. Et c'est pour ça que le dresseur de nuages ne trouve pas l'amour. Donc c'est vraiment en fait c'est un cherche-trouve. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, une sorte de compte randonnée aussi, ou de page en page. On pose la même question, d'essayer de se dire mais où est le visage, etc. Et il y a une invitation au jeu qui est très très forte et qui fait l'ADN des albums du Rouergue depuis le début. C'est ce qu'on adore retrouver dans ces albums-là. Un mot de conclusion peut-être, Ange, Olivier, sur cette rentrée du Rouergue. Moi, cette rentrée-là, elle me plaît particulièrement parce que c'est des rentrées qui sont très éclectiques, où il y en a pour tous les goûts, toutes les formes. Moi, j'aime travailler sur ce type de rentrée. Et puis surtout, vous dire un grand merci à vous tous. Merci Sonia. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, merci à vous tous. Et puis on va vous laisser pour la suite parce qu'il y a aussi des très belles choses chez toutes les maisons qui sont présentes aujourd'hui. Merci infiniment à tous les deux.